Ensemble avec les rubriques habituelles donc du lundi, à savoir Jawdet Gessouma qui est avec nous. Bonjour Jawdet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, c'est un plaisir. Et Samira. Bonjour Samira. Bonjour Jawdet. Bonjour Amel. En super forme, il papote eux aussi de bon matin. Oui, et on va parler beaucoup de culture d'ailleurs avec Jawdet Gessouma. Il va nous parler donc dans sa rubrique culture, ouverture sur les arts. Bien sûr, on en parlera du Festival des Arts Plastiques à Larouat par exemple et bien d'autres choses concernant le prix littéraire aussi à Mazir, le prix du président bien sûr. Et Samira nous parlera d'un très beau parc, oui, le parc naturel national d'El Qala. Voilà, on va y revenir dans un tout petit moment. On va rester dans la verdure, tout ce qui est verdoyant, c'est important. D'ailleurs, Jawdet a fait un petit clin d'œil à cela. Il a mis un t-shirt vert, ça se passe bien. N'est-ce pas? Ça va. En plus, jardin d'essai. Il est collector. Hein? Collector, tout à fait. Je l'ai acheté, ça fait quelques temps et bien, c'est bien dans le terme. Quoi. Il le dit, voilà. Je l'ai acheté comme ça, on ne lui dit pas, on te l'a donné. On te l'a donné. La promotion. Il y avait une boutique très intéressante, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, au jardin d'essai, qui faisait justement la promotion de tout ça, des choses pour les animaux. Il y avait donc, et ça finançait quelque chose, et là, je ne sais pas, elle a disparu, c'est un peu dommage. On va poser la question. En tout cas, pourquoi le vert? Parce qu'on va parler d'une campagne de reboisement. En tout cas, ça va se dérouler. Ça a commencé déjà et ça va se dérouler jusqu'au... Non, ça va commencer le 25 octobre et ça va se terminer le 21 mars. Parce que le 25, c'est la journée nationale donc de l'arbre. On va en parler avec une responsable donc, de la direction et de la restauration des terres et reboisement à la direction générale des forêts. Elle sera là pour nous parler de cette belle opération initiée avec le ministère donc, de l'Agriculture. Nous aurons également la rubrique Start-up avec Hasna Zoubiri. Elle sera là pour nous parler, bien sûr, faire un gros plan sur une start-up qu'elle aura choisie et surtout avec un reportage pour bien la découvrir. Et puis, on parlera également donc d'une artisane, une styliste qui sera là parmi nous pour nous parler et rappeler l'événement de cette semaine, c'est le Festival de la création féminine. Elle sera là pour nous parler de cette belle ambiance qui se déroule en ce moment même à la Villa Boulkine, qui est donc le musée de l'Afrique ici à Alger. Et puis on aura le plaisir de recevoir une grande dame qui est donc, elle rafle tous les concours d'éloquence. Elle a participé à une écriture parmi 8 femmes qui racontent leur parcours, Femmes d'Afrique, un guide pour devenir une entrepreneur à succès. Et elle vit à l'île de la Réunion. Elle est algérienne, elle va nous parler bien sûr de son parcours, elle va nous donner quelques clés, surtout pour la réussite dans le monde entrepreneurial. Vous allez suivre le guide, elle va nous donner quelques conseils, en tout cas elle sera là jusqu'à bien sûr parmi tous les invités qui seront là ce matin dans l'émission. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et sans plus tarder, on commence comme il faut avec bien sûr toujours une belle chanson préparée par notre script Amira, c'est donc La Bella du groupe Day. قلبي قفص بلا مفتاح دابا نتلك طيرك حطي وين خاطرك يرتاح عيشي في قفصة غيرك قلبي قفص بلا مفتاح دابا نتلك طيري حطي وين خاطرك يرتاح عيشي في قفصة غيرك بالك في مقدورة ولا بروحك مغرورة روحي روحي يا العصفورة ونشوفوا واش تصير لا بلا شوفي حالي والوحيد ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري ما كان رجوع للي راح ونكرم ملحي وخيري لو رجوعك يشفي الجراح ما يبري لي ضميري وانا مشتاق لزوره وتكوني ديك الصوره عينك عينك يا حوره نتحمل وحش سريري لا بلا شوفي حالي والوحيد شوفي حالي والوحيد
ديال الماح بقاي ولا سيري خير لك مول ملاح ماشي خسارة في طويري اختار يا ديال الماح بقاي ولا سيري بالك في مغدورة ولا بروحك مغرورة روحي يا العسفورة شوفوا واش تصيري De retour sur le plateau, ça vous a mis donc la pêche ce matin avec cette belle chanson. Les artistes sont partis à Cuba, vous nous disiez? Non, pas à Cuba, au Brésil. Ils sont allés au Brésil. C'était Cuba, c'était autre chose. C'est autre chose. Non, ils ont fait un sens du rythme incroyable. Super. Et un sens des paroles. Il nous manque, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle chanson. Ils ont fait un concert la dernière fois le Garden City, c'était très bien. Très bien. Safe, on était... En attendant de les recevoir sur notre plateau, Inch'Allah, bientôt. Je pense qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Quand ils se taisent comme ça, c'est qu'ils préparent un bon... On va revenir à la culture dans un tout petit moment. Là, on va parler donc d'un parc, un très bel endroit. Bijou. Le parc naturel d'El Qala. Et c'est tout de suite. Un trésor national. Un trésor naturel, un couloir aussi qui est très fréquenté par les oiseaux migrateurs. Oui, une étape, des étapes, parce qu'il y a plusieurs lacs. Très important pour des oiseaux et pas n'importe lesquels. Pour certains, c'est des oiseaux, on va dire, très rares aussi. Donc le parc national d'El Qala, c'est une vue. Une vue, c'est quoi? C'est une valeur universelle d'exception ou exceptionnelle. C'est un endroit qui mérite d'être protégé par et pour l'humanité. Donc pour ça que le ministère de la Culture, par le biais du CNRH, l'a inscrit cette année dans l'inventaire national et international du patrimoine mondial à l'UNESCO. Le parc national d'El Qala est un endroit, c'est un paradis. Simplement, est un paradis. Il faut absolument il est déjà conservé. Il faut absolument continuer à le préserver et préserver la faune et la flore, ses habitants. Et donc, toute cette biodiversité. Exactement. À l'infini, hein, parce que vraiment, il y en a qui n'ont pas encore tout étudié dans ce parc naturel. Les étudiants se régalent. Tous les étudiants en agronomie, les étudiants en écologie, tout ça, ils se régaleraient à travailler dans ce parc naturel. Voilà, donc ils jouent un rôle crucial dans la conservation in situ de la biodiversité. Je ne sais pas comment expliquer. Les mots, il faudrait des mots très très forts pour expliquer la valeur des animaux qui habitent et même des insectes, même des reptiles. On a par exemple une tortue moresque qui n'existe que en Afrique du Nord. Et c'est la seule tortue qui existe, espèce de tortue qui existe en Algérie. Endémique à l'Algérie. En Algérie, c'est la tortue moresque. Fkroun. Il paraît, je ne sais pas. Dans les croyances populaires. Voilà, donc on va dire, il y a par exemple 24 espèces de reptiles et d'amphibiens. Il y a 17 espèces de reptiles qui ont été... Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par les reptiles. Sinon, il y a 215 espèces d'insectes. Et celle qui ressort le plus, c'est les libellules. On a le flamant rose qui vient de temps en temps, qui fait des haltes, qui séjourne chez nous. On a d'autres espèces aussi qui sont des canards, qui sont en voie de disparition dans le monde. Alors quand je dis qu'ils sont rares, ils ne sont pas rares chez nous. Ils sont rares dans le monde. Donc quand les ornithologues les voient passer ou ils prennent des photos, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a un chat sauvage qui aussi habite dans cette région. J'aurais jamais pensé, j'aurais croisé dans la rue, j'aurais pensé que c'est un chat de la normal. Famille des... Le chat d'Afrique, ma belle, la famille des... Je sais pas, c'est pas ma famille. C'est la famille des félidés. Des félidés, d'accord. Voilà. Je croyais qu'il y avait un nom. Le voilà, le canard qui est assez spécial. Donc on le voit. Il est beau, hein. Ils sont tous beaux, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de... Un canard au bec bleu, c'est rare. Exact. Donc d'abord, on va situer le parc. Le parc se trouve au nord
est à l'extrême nord-est du pays. On est après Annaba, frontière tunisienne, une région magnifique. Je vois à l'écran le rapace, donc lui aussi il habite là-bas, c'est très beau. Voilà, la cigogne blanche, beaucoup d'espèces. Donc le parc est composé de 3 lacs. Le Rala, il y a 5 parcs, et les 3 qui composent, mais le parc est composé de 3 lacs, celui le lac Tanga, exactement, et le lac Obeira, et celui de Tanga. On peut y pêcher, il y a des poissons. Il y a des poissons aussi qui sont rares, il y a le mulet, il y a des... Alors, anguilla, l'anguille, tout simplement. Le voilà, le chat d'Afrique, on l'avait passé, voilà. Donc il y a plus de 128 espèces de poissons, il y a toute une... Et des micro-organismes, il ne faut pas les oublier, parce que là encore une fois, ça fait partie de cette chaîne trophique qui est indispensable pour la vie humaine et bien sûr les espèces végétales aussi. Oui, alors il y a une espèce qui est assez rare, c'est la châtaigne de... Enfin, il y a des marées en fait dans le parc. Ça fait comme une mangrove. Exactement. Et il y a les nénuphars aussi, qui sont le nénuphar blanc, voilà, qui est là-bas. Le parc est immense, bien sûr, il a ses gardiens, mais les gens qui y vont doivent absolument respecter ne serait-ce que le plus petit insecte et le plus petit poisson et les oiseaux. Donc c'est interdit de chasser les... C'est une évidence, on n'a pas besoin de le dire. Mais sinon, il y a quand même des gens qui pêchent là-bas. Voilà. Et il y a des randonnées qui sont organisées, on peut y passer la journée, je crois qu'on peut même y camper, puisqu'il y a des groupes, des collectifs qui organisent des séjours, sorties, trekking et bivouac. C'est bien, c'est pour se familiariser aussi avec la nature, reprendre en fait avec la nature, c'est bien. C'est pour mieux la protéger, encore une fois. C'est fabuleux. C'est une zone Ramsar. Oui, bien sûr, zone humide. Il y a plusieurs zones à Al-Rala. Qui réglementent les zones humides. Tout à fait. C'est quelque chose de très particulier, probablement unique le parc en lui-même. Il y a de l'eau douce. Oui. Donc c'est un réservoir d'eau douce sur les grandes étapes des migrations d'oiseaux, celle des poissons, parce que les poissons aussi migrent, ils ne sont pas là toute l'année. Donc, je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça. Oui, non, parce que vraiment, c'est un riche réservoir en fait d'espèces et d'espèces animales et végétales. Voilà, donc c'est un patrimoine qui est classé depuis longtemps national. Il est classé zone Ramsar et prochainement, Inch'Allah, il va être classé à l'UNESCO. Dès que tous les documents, enfin tout ce qu'il faut, tout ce qui compose le dossier sera inscrit. Voilà. Il y a beaucoup de nos collègues qui ont travaillé là-dessus aussi, et bien entendu des étudiants. Encore une fois, je le dis. Ça fait toujours un sujet très intéressant et des divers sujets. Mais c'est des paysans. C'est des paysans. Quand vous êtes sur place, c'est vraiment des paysans. Parce que franchement, s'en tirer entre la Chine et la Thaïlande, c'est incroyable. Avec des lacs, des montagnes en découverte. Et vraiment, vous êtes là sur des marais, vous attendez à voir quelqu'un faire du riz ou des choses comme ça. C'est vraiment des paysans. Et puis c'est tout un écosystème. C'est vraiment très sympa. Et il y a plusieurs écosystèmes. C'est vrai, plusieurs écosystèmes. Et on rend hommage, je l'ai dit, nos journalistes et techniciens qui ont travaillé, entre autres Abdelatif Kouk, qui avait un des premiers à avoir ramené des images de cette région et qui en avait fait des documentaires formidables, magnifiques, qui existent encore aux archives. On lui rend hommage. Servent de base documentaire. Tout à fait. Juste rappeler qu'il y a des lacs, c'est pas permis de nager dans ce genre d'endroit, parce qu'on croit que c'est un geste anodin, mais ça contribue à assécher ces sources d'eau vitales pour que ça soit la flore et la... Il faut le répéter sans arrêt, puisque les gens pensent que c'est pas grave. Oui, c'est comme ce que vous me disiez pour Taman Rasset, pour Janet, dans la vallée de l'Ihrir. Voilà. C'est très important. Parce qu'on apporte des éléments qui n'existent pas naturellement dans le parc. Donc le comportement écologique doit être très respecté. C'est beau quand on voit le déplacement des oiseaux en grand nombre comme ça. C'est magnifique. Exactement. En ce moment, c'est la période, ça va commencer à défiler, les oiseaux migrateurs.
Ils vont venir. Et c'est aussi la période où on peut aller camper là-bas. C'est une très bonne période, avant vraiment l'hiver et tout. Mais même en hiver, ça ne dérange pas. Même en été, je pense, on peut y aller. Le climat est super agréable. Donc, c'est une destination vraiment très intéressante. C'est une destination écologique, puisqu'on peut faire de l'écotourisme, et puis touristique. Voilà. Et puis les guides, bien sûr, aujourd'hui, qui s'intéressent à ces régions, qui font aussi, qui emmènent des groupes carrément pour visiter en barque. Tout à fait. Cette région qui pourrait aussi les sensibiliser encore plus. Encore toute la région, parce que quand on voit la wilaya de Tarf, donc il y a plusieurs autres lacs, et il y a le lac des oiseaux, en fait, par exemple, et ils ont les plages. Le Qala, Annaba, jusqu'à la Tunisie, jusqu'à Tabarka et tout, c'est paradisiaque. C'est paradisiaque. Oui. Et avec Rahim Abdelaziz aussi, on avait fait beaucoup de thématiques autour de cela. Exactement. Et lui aussi avait fait de beaux reportages dans les régions. Rappelez qu'il y a donc la forêt, on l'a vu, il y a des arbres, ils sont fabuleux, ils sont souvent dans l'eau, donc plongés dans l'eau. Et quand on fait du kayak, on passe entre les c'est ça, c'est ce qu'on voit là, en ce moment. Ce sont des forêts de chênes liège. Et il y a le chêne zen. Voilà, exactement. Toi, tu t'y connais, donc voilà. C'est très, très agréable. Donc, tout ce qui compose ce parc national, fait son unicité et fait qu'on doit absolument le protéger à l'UNESCO pour la mémoire de l'humanité, pour nous. En plus, ça nous fait une carte en plus touristique et culturelle. Voilà. C'est très beau. Eh bien, il faudrait y aller. Et on invite donc le téléspectateur à déjà découvrir cela en images. Aller par train, par exemple. Et pourquoi pas aller faire une petite virée carrément avec des guides, bien entendu, et toujours dans le respect de cet environnement. N'est-ce pas? Oui, voilà. Très bien, merci beaucoup Samira pour ce coup de cœur aujourd'hui. Le parc donc naturel et national d'El Qala. Donc Jawdet, ça sera à toi tout de suite. On va parler bien sûr de l'actualité culturelle, entre autres cette belle rencontre à l'Arwad, c'est cela? Oui, voilà, donc direction d'El Qala à l'Arwad, en voyage. Voilà, pour un beau petit voyage culturel qui a duré 4 jours, qui va se terminer aujourd'hui, à l'occasion de la 3e édition du Festival national des arts plastiques et des arts visuels. Donc il y avait 5 têtes d'affiche avec notamment Hassan Kchash et Mustafa Al-Aribi. Donc, des acteurs, oui, pour les arts visuels. Il l'a bien dit, les têtes d'affiche. Voilà. Voilà. Et il y avait aussi donc 3 plasticiens. Il y avait M. Karim Sergoua, M. Salim Bouhali et aussi donc Moussa Bourdine. Et donc ça a donné lieu à peu près une 40aine d'artistes venus de toute l'Algérie. Donc ce festival a donné lieu à des workshops. Ils ont beaucoup travaillé à l'extérieur, ils ont beaucoup fait de choses. Il y a eu de très belles expos aussi à la maison de la culture de Abdallah Kirio de l'Arwad qui est magnifique. Une belle maison de culture. C'est quasiment un village artistique, donc c'est très intéressant parce qu'il y a du théâtre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, c'est une maison de la culture qui accueille quand même beaucoup d'événements. Et donc, il y a eu toute cette... Ça va se clôturer aujourd'hui, donc c'était du 16 au 20 à la maison de la culture, donc à la Crio. Très bien. La Mézérité est à l'honneur aussi jusqu'au 12 janvier. À travers le prix, comme chaque année, la 6e édition du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazigh. Donc là, le commissariat est en train de presser les gens pour qu'ils déposent leur manuscrit. Qu'ils déposent leur candidature, leur manuscrit. Donc il y a des œuvres en langue tamazight, mais aussi qui sont traduites vers le tamazight. Que ce soit des œuvres romanesques, théâtrales, même des recherches théoriques, scientifiques, tout ça est accepté à condition que ça soit bien sûr inédit et que ça n'ait pas fait l'objet d'édition. Donc tous les candidats potentiels, tout le monde peut s'éclater, il n'y a pas de souci puisque c'est vraiment ouvert à beaucoup de catégories. Les lauréats sont désignés le 12. Et donc, oui, en général, donc là, ils ont jusqu'au 1er novembre pour s'inscrire sur la plateforme Arraz, A2RAZ,
.hcamazirité.dz. Donc, mettez prix du président de la République. Mais ils sont sur les réseaux, certainement. Exactement. Donc, c'est arras.hcamazirité.dz. Mais de toute façon, vous aurez toutes les modalités d'inscription à ce prix qui fait, chaque année, il est localisé dans un endroit où la mazirité est présente. Et donc, c'est un prix qui est assez couru. Mais la mazirité est présente très. Oui, justement. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre que ce prix se loge un peu. Voilà. C'est pour ça que ce prix vraiment se trouve, comment dire, naturellement dans beaucoup d'espaces. Grâce à cela, on découvre des plumes. Voilà. On découvre des plumes. Et puis, on découvre aussi tout un corpus de travaux intéressants concernant la mazirité dans toute sa splendeur. Le cinéma, alors moi je voulais partager avec nos amis téléspectateurs et vous, mesdames, n'est-ce pas? Donc aussi une info sympathique sur Shafiq Talb Ben Diab qui a réalisé Alger 196 mètres. C'est un thriller psychologique vraiment très puissant. Un moment, je vais aller le voir. C'est la sortie. Il faut absolument aller le voir parce qu'il est sorti cet automne. Il y a quelque temps. Il est sorti au début, à la fin de l'été. Il a eu une sortie nationale et ce film a eu un succès incroyable. Donc c'est un thriller qui est porté par trois vraiment aussi têtes d'affiche, notamment Hicham Sbah qui joue un rôle très en décalage avec son humour habituel. C'est un personnage très noir, sombre. Et il y a une opposition entre Mariam Mechkan, qui est fabuleuse, qui joue le rôle d'une psychologue, confrontée à la demi-mesure, mais c'est une demi-mesure calculée, bien sûr, de Nabil Asli, qui joue un policier, je dirais un flic, allez, on reste dans le thriller. Et là, donc, il y a autour de la disparition d'une fille. Et Alger est filmé d'une manière très affectueuse par Shafiq Ben Diab, qui a signé là une œuvre vraiment excellente. Mais l'info, c'est qu'il passe sur 63 salles. C'est un miracle cinématographique algérien. Il passe outre-mer dans 63 salles après être passé. Non, il a fait ici, je crois, 17. On ne peut plus le voir ici. Si, vous pouvez le voir. Mais il est passé sur 17 semaines en Algérie. 17 semaines quasiment au complet. Donc, c'est un film qui a été très bien reçu. Et donc, vraiment, toutes nos félicitations. Il faut dire que le titre accroche. Oui, voilà. Donc, ça a commencé. Oui, donc. Depuis le 5 octobre, il est exactement au cinéma. Donc, je pense que les salles, après ce passage, il va revenir ici, refaire, parce qu'il y a un effet. Il fait sa tournée, il fait sa... 63 salles, après être passé au Canada, après avoir fait vraiment une tournée très intéressante. Internationale. Vraiment, donc, il était venu, mais il n'a pas eu le temps de passer sur notre plateau. Mais même lui, il est d'une modestie exemplaire et d'une bonhomie et d'une bienveillance vraiment extraordinaire. Donc vraiment nos encouragements les plus en tant que fan, en tant que public, et puis voilà. En tant qu'Algérien. En tant qu'Algérien, voilà, parce que c'est vraiment bien fait, voilà, donc ça peut avec un bon réseau de diffusion, je pense que nous allons faire des choses, parce qu'il a été sélectionné aux Oscars du film étranger. Très bien. Il est à noter, quand on fait une des conditions en Algérie de participer aux Oscars du film étranger, c'est de faire une tournée nationale d'abord. Et de faire des salles. Oui, pour les Oscars, une des conditions. C'est les Oscars qui exigent ça. Voilà. Donc si on fait un bon réseau de diffusion cinématographique en Algérie, on a vraiment beaucoup de choses d'investir l'Algérie, le monde, notamment les Oscars. Avec le numérique, une bonne petite nouvelle aussi, il y a eu la dernière fois, la clôture, ça s'est fait le samedi 11 octobre dernier, avec la création du réseau algérien des créateurs de contenu. Donc avec, bien sûr, comment dire, un peu trivialement, materné par le ministère de la Communication, le Conseil supérieur de la Jeunesse et aussi le ministère de la Défense,
notamment avec la culture. Mais la communication a plus pris le pas. Ouais. Tout ça parce que ce sont des ministères, évidemment, quand on parle de la défense, on se dit, mais non, mais c'est parce que c'est stratégique. Il y a eu donc la création du réseau algérien de contenu. Il y a eu donc plus de 300 jeunes qui sont venus dans un camp comme ça, organisé par le conseil, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, Mustafa Hidawi, qui ont réuni tous ces gens-là depuis, c'est la deuxième édition de ce camp-là qui a réuni beaucoup de créateurs de contenu. Ils sont formidables, pour certains. Bien sûr, et qui les a réunis dans ce réseau algérien. Il y en a plus de 300, c'est quand même... Oui. Et donc, on se dit à quoi ça sert, mais en réalité, c'est justement les rassembler, donner du sens et développer toutes les compétences, même intra, je veux dire réseau. Donc 300 personnes qui créent du contenu, donc qui font du sens dans le numérique, qui est vraiment une direction à prendre. Ça, c'est une politique vraiment à haut niveau. Et donc, c'est très important de créer ce réseau parce qu'après, on a un système, tout un système, un écosystème d'ailleurs. En fait, il y a un cadre où chacun légal. apporte, c'est le cadre, Voilà. oui, Il y a légal, un cadre officiel, légal évidemment. et puis bien sûr une éthique. Parce Il y a que, une éthique, voilà, il y a une éthique déontologie, claire. il y a une charte, et tout Ouais. ça. Et puis, il y a un apport de ces membres du réseau, de ces 300, où chacun peut apporter. Et donc, c'est une dynamique pierre à très l'édifice. importante, une pierre à l'édifice de ce réseau et surtout dans le système algérien qui est en plein dans cette orientation du numérique, du jeune entrepreneuriat, toutes ces choses-là. Ils sont très doués, hein, ces petits Oui, jeunes. on n'est pas en retard quoi, sur ces choses-là, et donc c'est très bien. Voilà, puis on va aller faire un petit tour à Tizi Ouzou, où il y a la clôture aujourd'hui. Ils ont tous décidé de s'arrêter le 20, j'ai pas compris. Heureusement qu'il y a une continuité. Il y a une continuité. Ouais. Donc aujourd'hui se clôture l'exposition algéro-tunisienne, donc ça c'est inédit à Tizi Ouzou. L'autre rive de la mémoire. Dans cette expo, il y a 36 plasticiens, donc 19 algériennes et 17 tunisiennes, si j'ai bien compté. Vous m'excuserez parce que je suis en carence de capot aujourd'hui. Donc cette expo s'est faite à la galerie Mouhia, pour qui j'ai une affection particulière, parce que Mouhia c'est un grand homme de théâtre. Donc à chaque fois que j'évoque la maison de la culture de Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, Mouloud Mamri aussi. Vous avez une pensée pour Mouhia. Pour Mouhia aussi, pour Mouloud Mamri. Et donc c'est la galerie du théâtre de verdure de Tizi Ouzou, qui a commencé il y a quelques jours, qui se termine aujourd'hui sur clôture. Et donc c'était en commémoration du 17 octobre. Mais il y a eu un hommage à Jamila Bouhired, qui est bien sûr une mujahida immense, et une icône, vraiment une icône d'ailleurs dans tous les sens du mot. Elle a investi même vraiment le monde artistique, le monde cinématographique, le monde documentaire, toutes ces choses-là. Et donc nos cœurs aussi d'Algériens épris de liberté et d'indépendance. Et donc, il y a une expo vraiment très, très, très grande et tout un ensemble comme ça de rencontres, de croisements d'art, de culture et tout. Est-ce que c'est la même qui était à Dar Abdeltef? Non, pas exactement. Là, l'événement, cet événement est lié vraiment au 17 octobre. C'est une mémoire partagée. Évidemment, à travers ça, en filigrane, il y avait beaucoup de travaux aussi liés au 8 février 1958 concernant Saqiet Sidi Youssef. Aussi, il y a eu beaucoup de références sur ça. Une part d'histoire commune. Une part de l'histoire commune où les artistes plasticiennes ont vraiment fait des références directes quasiment pour beaucoup de travaux à ces deux événements, le 17 octobre et le 8 février 1958 à Sidi Youssef. Je terminerai sur l'Architecture in Focus. Donc c'est une exposition pour 30 jours de maquettes, d'idées, de débats, donc du 4 au 31 octobre.
à la galerie Engarth qui prend de l'ampleur, même si c'est une petite sorte de vigie comme ça, accrochée sur une suspendue entre ciel et mer au Garden City. Et c'est une galerie très dynamique, donc qui expose donc les charrettes d'or de Cléa Amrouche de Vidéville. Il y a l'expo qui date qui dure jusqu'au 31 octobre. Et puis, il y a une expo des jeunes diplômés des Beaux-Arts en espace, design espace, avec de très très beaux projets. Donc, c'était une exposition duel, mais avec beaucoup de livres concernant des livres de Toufiq Guerrouj, parlant de la ville, il y a Vie des villes de Cléa Amrouche, il y a beaucoup de choses, palabres algéroises de l'Arbi Merhoum. Donc on a eu le loisir de faire chaque semaine, il y a un débat. Par exemple, la semaine prochaine, le 28, Inch'Allah, il y aura un débat sur cinéma et architecture. Donc à chaque fois, c'est l'architecture. La dernière fois, le samedi, on a fait un débat avec l'Arbi Merhoum, une discussion croisée. Hadj Brli et l'Arbi Merhoum, l'intériorité de Hadj Brli et l'extériorité, le public, au cours d'un débat, Alger, une ville à vivre. Voilà. Et beaucoup de monde live. Donc, très, très intéressante expo. Donc, c'est Architecture in Focus jusqu'au 31 octobre avec chaque samedi un débat très, très intéressant. Très intéressant, en tout cas. On va essayer de suivre et pourquoi pas y aller. Il y a beaucoup de choses. Ça, je vais promettre à nos amis téléspectateurs. Parfait. Merci beaucoup, Jawdet. On se dit à la semaine prochaine. Merci pour toutes ces infos. Samira, on se dit aussi à vendredi. Voilà. Eh bien, on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Faria El Hamdi qui s'est intéressé à Octobre Rose. Ça s'est passé, bien sûr, cette semaine, une campagne donc, de sensibilisation au cancer du sein avec l'association Al-Amal. On se retrouve juste après. L'association Al-Amal organise des campagnes de sensibilisation et d'information sur le cancer du sein à travers toute la wilaya de Tipaza. En 12 ans, comme vous le voyez, les femmes sont de plus en plus conscientes de l'importance du dépistage précoce. Et c'est le fruit, je vois que c'est le fruit de notre travail sur terrain. Alhamdoulilah, c'est une victoire pour nous, pour toutes les femmes. Alhamdoulilah, donc la femme, elle vient avec son dossier médical, elle est devenue plus intéressée et donc c'était notre objectif. C'était l'objectif de notre association. Le but de cette campagne est de sensibiliser le public au cancer du sein, en insistant sur l'importance du dépistage régulier pour une détection précoce. Notre rôle, c'est sensibiliser le maximum de femmes. Et on est très contente parce que je pense que le message est passé. C'est-à-dire les premières années de cette association étaient juste pour sensibiliser. On est arrivé jusqu'aux montagnes, des endroits très loin, les endroits de la périphérie. On a fait du porte-à-porte. C'était difficile. Il y avait des familles qui nous ont très bien accueillis. Mais par contre, il y avait des familles réticentes. Il y a des maris, bien sûr, qui refusent de communiquer avec leurs femmes, des gens qui refusent d'entendre l'appellation de cette maladie. Mais on a pu franchir ce cap. Dans les zones enclavées, je ne peux pas vous donner les noms, mais il y avait des femmes qui étaient là. Elles ne savaient pas qu'elle avait le cancer. Elles ne savaient même pas qu'elle avait quelque chose au niveau de son sein. Mais les sorties, les dépistages et les consultations, qui ont poussé ces femmes, on les a poussées à faire leur mammographie. On les a aidées. D'ailleurs, l'association, elle les aide à tout moment. Elle est là. Donc, on a découvert certains cas qui ont été vraiment pris en charge par l'association. Une bonne prise en charge. Saleha a reçu son diagnostic en 2023 et raconte son histoire, car tout au long de son parcours avec la maladie, elle a profité du temps passé avec ses proches et a appris à se concentrer sur les choses de la vie qui lui procurent du bonheur au quotidien. La mammographie plus l'écho. فما اكتشفوا الكتلة هذيك في لسان غوش بعدها عطاتني لا بيوبسي كي طولت شهر هكذاك بانت لي بوزيتيف بعدها بديت عاونتني بزاف الجمعية
باش داروا اتصال مع الجراح وسيله العمليه ما بطيتش بزاف ومن بعد رحت لا شيميوثيرابي نحيت كاع لي سكري نحيت كاع العجائن نحيت كاع لي جو لا فياند روج لا فياند ميم البولي ناكل غير لي ساردين الحوت والحاجه الخضراء لي فروي لي ليغوم ما لازمش نخافوا من المرض لازم هو يخافنا. La prévention et le dépistage précoce sont les outils les plus efficaces pour lutter contre le cancer du sein, qui est très souvent guérissable lorsqu'il est détecté à un stade précoce. De retour sur notre plateau, d'une campagne à une autre, cette fois-ci, on va parler de campagne de reboisement avec notre invitée. Il s'agit donc de Sabrina Rachdi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes écologue ou écologiste ? Oui, écologue. Écologue, voilà. Vous êtes donc la directrice de la restauration des terres et reboisement à la Direction générale des forêts. Vous avez fait des études pour être dans le domaine donc, de l'écologie et aujourd'hui vous êtes à la Direction générale des forêts. Vous travaillez pour l'embellissement surtout de nos espaces verts, bien entendu, pas que, mais surtout densifier nos forêts. Plus précisément, n'est-ce pas? Et pouvoir avoir des espèces et des essences qui s'adaptent surtout à notre environnement, n'est-ce pas? Et au climat. Merci. Surtout. Donc, oui, notre mission principale, c'est la réhabilitation, la protection et la valorisation des écosystèmes naturels. Tout à fait. Écosystèmes naturels, forestiers par priorité, bien sûr, puisque c'est l'administration des forêts, mais pas que. Donc, c'est les écosystèmes forestiers, stépiques. Et donc, la principale mission, c'est le développement de ces espaces parce que c'est des écosystèmes, comme vous parliez dans la première partie de l'émission. Donc, on a pris un cas du parc national d'Al-Qala. Donc, nous avons 8 parcs nationaux. Pourquoi créer des parcs nationaux? Parce qu'on a une richesse diversifiée répartis à travers le territoire national. Donc nous avons la partie nord qui est plus ou moins arrosée et on a la partie des hauts plateaux qui subit donc un stress hydrique et une sécheresse. Donc il y a une flore et des écosystèmes spécifiques à cette région. Et on a le désert, donc les 87% du territoire national qui est aride, voire hyper aride. Et là, on a des formations vraiment adaptées, résilientes à la sécheresse, telles que les savanes à acacia et le pistachier de l'Atlas. Et nous avons aussi des espèces sahariennes comme le balanites, l'arganier, etc. Tout à fait. Ce sont des espèces endémiques à la région et qui s'adaptent justement. Ils ont développé justement naturellement pour être résistants et éviter l'évapotranspiration justement dans le sud. Et résilients au changement climatique. Tout à fait. Donc notre mission, c'est préserver tout cela. Et c'est pour cela, donc, nous avons des missions donc, au travers toute l'année. Donc, le 25 octobre correspond au lancement de la campagne de reboisement et qui s'étale jusqu'au 21 mars. Pourquoi? C'est un peu réparer les dégâts occasionnés, donc engendrés par toute forme de dégradation, à savoir les incendies, les défrichements, les coupes illicites, les défrichements et aussi... Les insectes aussi, hein, ravageurs. Oui, mais ça, c'est en fait les maladies de la forêt, c'est dû à une vulnérabilité d'abord de l'écosystème, accentuée par le stress hydrique causé par les changements climatiques et les pratiques de l'humain. Très bien. Alors, on voulait justement parler de cette campagne. Comment a débuté cette campagne et pourquoi le lancement donc, du 25? Le 25 qui coïncide aussi à la journée nationale donc, de l'arbre? Oui. Donc, le 25 octobre de chaque année, donc, nous avons la tradition de célébrer cette journée nationale. En fait, c'est pour donner le coup d'envoi, le lancement de la campagne de reboisement qui s'étale jusqu'au 21 mars. C'est là où on met en œuvre les programmes de restauration, de plantation, de reboisement
inscrits à l'indicatif de l'administration. Donc c'est toute plantation confondue, des plantations forestières pour la réhabilitation des écosystèmes forestiers. Il y a aussi des plantations fruitières qui visent la mise en valeur des terres, notamment dans les bassins versants, pour les traiter et les préserver de l'érosion et éviter surtout l'envasement des barrages qui se trouvent en aval des bassins versants. Il y a aussi la préservation des infrastructures socio-économiques contre l'ensablement dans les hauts plateaux et les zones sahariennes. Il y a beaucoup d'avantages, on ne cessera pas de les rappeler, éviter bien sûr la désertification, éviter aussi l'érosion et surtout avoir un poumon naturel. Hein. Quand on a un arbre chez soi à côté, c'est clair que c'est différent. Vous avez ça va être habité par des insectes, ça va être fréquenté par des oiseaux et ça apporte cet équilibre trophique en fait. Hein. C'est ça. Alors si on devait parler donc de cette campagne, il faut rappeler qu'il y a une belle initiative. Tout le monde connaît Fouad, c'est cela, sur les réseaux sociaux, celui qui parle donc de planter à chaque fois, d'inciter les internautes et surtout ceux qui sont près de la nature à planter autour de chez soi. Le voici, on le voit d'ailleurs, c'est Khadra bi'idnillah, c'est son slogan. Et il a fait une belle rencontre avec le ministre de l'Agriculture. D'où cette belle campagne aussi qui va se dérouler le 25. Et c'est encore une fois pour rassembler un grand maximum de personnes, les sensibiliser aussi autour de cette plantation et surtout continuer l'entretien. Très bien, merci bien. Exactement, donc il a vraiment fait une bonne publicité, on dira. Parce qu'en tout cas, lui, il a toujours travaillé pour attirer le grand nombre de participants. Peut-être même, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les quartiers. Il y a des associations de quartiers qui se sont organisées et qui travaillent sur le reverdissement. Et moi, je trouve que c'est un bon point. Formidable. Parce que réhabiliter les espaces verts, c'est une mission aussi qui est dédiée à des structures bien expérimentées dans ça, mais réveiller ce réflexe chez les citoyens, les jeunes surtout, parce que c'est un métier qui devient de plus en plus rare, parce que trouver un ouvrier pour travailler dans des chantiers, c'est pénible. C'est pas comme les personnes âgées qui sont portées sur ça parce qu'ils ont été éduqués, élevés dans ça. Mais la nouvelle génération, c'est plutôt une génération électronique. Parce que l'entretien, c'est vrai qu'il faut beaucoup. C'est pénible. Donc, c'est pénible. Parce que il faut s'y connaître aussi un petit peu. C'est pas le fait de planter qui est difficile, mais c'est d'entretenir ces plants durant 3 ans minimum pour assurer leur pérennité. Parce que c'est bien. On a aujourd'hui, donc on profite et on invite aussi cet influenceur à travers donc son réseau de répéter, il ne cesse de le faire d'ailleurs, et de rabâcher qu'il ne suffit pas de planter, parce que la plantation, ce n'est pas ouvrir un trou et mettre un plant, mais c'est d'entretenir après la plantation. Ça veut dire, on va planter d'octobre jusqu'à mars, mais à partir d'avril surtout, avec la prolongation des périodes de sécheresse qu'on observe ces dernières années, il faudra les entretenir jusqu'au mois de septembre prochain. Comme ça, on va dire qu'on a réussi la plantation. Exactement. Alors, on devait parler aussi donc des différentes essences. On sait qu'au niveau donc de l'urbain, il y a plusieurs structures qui travaillent pour l'embellissement peut-être des carrefours, des espaces verts, etc. Il y a le Déval qui travaille aussi conjointement avec vous pour la plantation de certaines variétés, certaines espèces aussi, d'ornements aussi. C'est différent que des espèces donc, qui vont résister, qui vont être au niveau donc, des forêts. Là, encore une fois, il y a différentes strates. Donc, ce qui fait que c'est important de pouvoir choisir les bonnes essences. Alors là, les APC, par exemple, dans l'urbain, ils ont normalement donc, des écologistes et des agronomes qui pourraient choisir les arbres adéquats. Voilà, qui donneraient de l'ombre, par exemple, qui ne vont pas peut-être nuire à la sécurité routière. Tout à fait. En fait, dans et les pas APC, être envahissant, par exemple. Oui, parce qu'au niveau des APC, il y a un bureau environnement espace vert dans chaque APC. Et c'est ce bureau-là parce qu'il y a des architectes, il y a des écologues, il y a des architectes paysagistes. Donc, c'est leur mission d'identifier quelles sont les espèces adéquates et c'est eux qui prennent en charge cet entretien. Donc, il y a certaines wilayas où il n'y a pas ces bureaux, ils font appel à l'administration des forêts, mais pour l'assistance technique. Parce
comme j'ai dit, il y a des spécialistes, c'est des paysagistes environnementaux. Donc, il y a l'architecture paysagiste aussi, il y a les polytechs qui forment ce genre de formation, et c'est eux. Et on voit aujourd'hui que tous les ronds-points, pratiquement des grandes villes, ils sont bien verdoyants, parce que maintenant, on a le DEVAL qui travaille en étroite élaboration, que ce soit avec des administrations des forêts dans les grandes villes, je dirais Constantine, Annaba, Alger, etc. Et avec donc les bureaux des APC. Le choix des espèces, parce qu'il y a aussi une sécurité routière à ne pas oublier. Tout à fait. On ne peut pas mettre des espèces fruitières en bordure de route ou dans les chemins de wilaya et communaux. Pourquoi? Parce que ça va créer un danger public, parce que les gens ils vont s'arrêter et on va créer de la circulation. C'est pour ça que les gens des travaux publics aussi, ils ont un volet de revégétalisation qui prennent en charge tous ces talus pour éviter donc les glissements de terrain. Donc chaque secteur, il a ce volet environnemental aujourd'hui, pas comme avant. Donc on donne un peu... Il y a le regard verdoyant dans tous les secteurs. C'est vrai. On avait un certain temps dans nos villes des orangers, des mandariniers. Oui. C'était beau, mais c'était pas comestible non plus. C'est d'ornement. C'était sauvage. Sauvage. Oui. C'est clair qu'on va pas aussi planter un eucalyptus dans un endroit, parce que l'eucalyptus, on sait que ça va pousser très haut. Ça peut déranger. Parce que l'eucalyptus, il y a plusieurs variétés d'eucalyptus. Il y a même des eucalyptus qu'on peut planter dans le sud. Il y a 126 espèces d'eucalyptus. Et chaque espèce est adéquate à une zone. Donc, selon les étages bioclimatiques, donc, le choix de l'espèce, il est fait en fonction de la nature pédologique, donc c'est le sol, le sol, et on a les facteurs climatiques. Mais avec le réchauffement climatique, donc on essaye aujourd'hui de faire attention à ce changement pour choisir les espèces les plus résilientes. Cela veut dire, donc avec l'observation sur le terrain, on choisira les espèces qui seront mieux adaptées à cette résilience. Donc on va vers les espèces rustiques. Par exemple, donc nous avons le pistachier, le pistachier, les acacias sahariens, oui. Donc dans l'aride, les perarides, donc on va monter avec les espèces sahariennes vers les hauts plateaux et les espèces de semi-arides vers le subhumide. Donc ce serait ça, c'est-à-dire les prochains programmes, c'est orienté vers les espèces les plus résilientes. Nous avons le chêne vert aussi, qui est résilient à la sécheresse. Nous avons le genévrier. Donc, c'est des espèces naturelles qu'on devrait aussi près, le thuya de Berbérie. Donc, ces espèces résilientes au changement climatique. Bien sûr, on peut toujours utiliser les arboretums pour tester d'autres espèces qu'on pourrait intégrer dans nos plans de reboisement. Voilà. Et si vous ne connaissez pas toutes ces espèces, faites un tour au niveau du jardin d'essai. Vous allez en trouver quelques-unes. En tout cas, c'est beau à voir une fois qu'ils sont comme ça, majestueux. C'est beau. Et ça sera aussi un exemple pour vous. Vous allez retenir le nom et en même temps, vous allez faire un bon geste citoyen, n'est-ce pas? Merci, oui. Voilà. En tout cas, on rappelle que l'opération va débuter donc le 25. Le samedi 25. L'opération, c'est 1 million d'arbres, c'est cela, plantés en une journée? Oui, Inch'Allah. Donc, l'objectif, c'est 1 million d'arbres à travers les 58 wilayas. Donc, toutes les wilayas sont concernées, donc les 210 circonscriptions donc, qui constituent donc, les wilayas. Et l'appel est lancé à tous ceux qui veulent contribuer à cette grande manifestation le 25 octobre. Bien sûr, tout en ayant à l'esprit de revenir entretenir l'arbre que vous aurez planté. Parce que le début, c'est important pour bien faire le démarrage. Merci beaucoup. Je rappelle, Madame Sabrina Rachdi, vous êtes directrice de la restauration des terres et reboisement à la Direction générale des forêts. Merci d'avoir été parmi nous. Bonne chance pour cette opération. Merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres actions. Inch'Allah. Voilà, je vous laisse repartir avec une belle chanson. C'est Tikoubawin. On se retrouve juste après. حبك حكاية
كيفاش ننساك ابن البشر انتي القمر في ليلة السمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية. De retour sur notre plateau, deux belles dames, deux dames avec caractère bien sûr qui sont sur notre plateau pour nous parler donc de leur univers. Enfin, Hasna nous parle de sa rubrique plus précisément, elle qui vient chaque lundi matin. Bonjour Hasna. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien, tu vas nous parler donc de ton actualité dans un tout petit moment. Exact. Et notre invitée qui est un exemple à donner à toutes les femmes, mais pas que, même vous les hommes. Prenez-en de la graine parce qu'elle est pleine de punch, elle va vous donner quelques conseils. Il s'agit de Isma Belkacem. Bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Vous êtes donc coach en entrepreneuriat, c'est cela. Et vous avez beaucoup donc, de conseils à donner à tous ceux qui nous regardent dans le domaine de la gestion surtout et de la prise de parole. J'essaie de partager ma petite expérience. Voilà, on va parler de vous dans un moment justement. On va s'intéresser justement à jeunes porteurs de projets, des startups. Il y a eu une belle rencontre cette semaine, n'est-ce pas Hasna? Tout à fait, Amel. C'est tenu au niveau du Palais des Expositions Pas-Maritime à Safex. Tout à fait, on va en parler. Très bien. Juste après cela. Très bien. On y va. Voilà, on a eu donc pour parler justement de cette semaine, les startups, les porteurs de projets étaient nombreux. Vous nous l'aviez annoncé la semaine dernière. Tu nous l'avais annoncé la semaine dernière. Exactement. Tu vas doucement. Très bien. Donc Amel, effectivement, donc on avait annoncé ça il y a 2 semaines, très précisément, de la tenue de ce salon qui s'est tenu au niveau des Pas-Maritimes à la Safex, qui a pu drainer un grand nombre de visiteurs. Amel, plus de 1000 jeunes, la plupart des étudiants. Moi, personnellement, j'ai été vraiment très surprise de voir leur jeune âge. Autant de personnes dans ce salon. D'ailleurs, c'était le pavillon central qui a pu accueillir, vu le nombre d'exposants qui ont pu participer à ce salon, plus de 250 exposants, tous des jeunes, de jeunes entreprises, porteurs de projets, start-up dans la majorité et PME comme petits exposants. Et voilà, donc la plupart ils étaient dans différents secteurs, logistique, très nombreux en logistique, en numérique. En digital. Donc c'était des entreprises qui nous ont vraiment épatés et attirent la curiosité. Projet, Ils attirent la curiosité aussi pour comprendre leur fonctionnement, surtout dans l'univers aujourd'hui et le marché de l'emploi également. C'est ça. Donc on parlait de logistique. Il y avait beaucoup de startups qui étaient dans la livraison. On en a parlé il y a quelques semaines. Qui ont commencé tout petits, qui sont venus. Alors parmi eux, ceux que j'ai pu interviewer lors de ce salon ML, ils ont commencé étudiants. Donc pratiquement toutes les startups commencent tout petits, étudiants, et ils croient à C'est une idée qui germe et qui prend forme. Voilà, exactement, qui prend forme et ça donne une petite startup par la suite. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, la femme était présente également? Bien sûr, oui. Oui, on en a vu pas mal de jeunes étudiantes déjà, autant que hôtesses déjà pour commencer. Et il y avait aussi des étudiantes qui s'intéressaient à ces startups pour pouvoir elles aussi adhérer et pouvoir, pourquoi pas, créer leur entreprise. Tout à fait, créer l'entreprise et surtout donner forme à un projet qui était juste une idée et qui le concrétise par la suite et qui devienne avec un groupe. Donc vous en connaissez un bout, j'imagine là-dessus, avec des jeunes qui deviennent eux-mêmes des entrepreneurs et qui fonctionnent grâce à leur travail acharné pour pouvoir gérer toute une équipe. C'est pas évident, n'est-ce pas? C'est pas évident et la base de ça déjà c'est la confiance en soi, déjà d'arriver à acquérir cette confiance parce que c'est
c'est pas facile de partir de rien du tout. Parfois, il y en a qui n'ont pas du tout de moyens et juste une idée. Et de croire en son idée déjà. Après, de savoir s'accompagner, s'entourer des bonnes personnes. Et puis voilà, des bonnes compétences. Et puis d'avancer sur ce chemin de l'entrepreneuriat qui est difficile mais passionnant. Passionnant, tout à fait. Eh bien, les passionnés, vous les avez donc rencontrés. Ça s'est passé à la SAFEX. On va voir on va voir dans un moment donc le reportage. Mais en attendant, c'est vrai que peut-être une personne qui vous a plus attiré. Oui, alors c'est la première personne que j'ai interviewée. Elle va passer en premier dans ce reportage qu'on va voir dans un moment. Donc c'est une jeune qui est aujourd'hui responsable marketing dans une entreprise de livraison, donc une start-up spécialisée en logistique et qui font de tout. Donc ils commencent vraiment par les commandes jusqu'à livrer le produit final au client. Et c'est tout un travail. Elle me dit c'était pas facile. Non, c'était pas du tout facile, mais ils ont pu réaliser et concrétiser leur projet. D'accord. Mais en attendant, bien sûr, on va parler aussi à notre invitée qui, elle, va nous donner peut-être quelques astuces pour pouvoir être éloquent quand on va peut-être rencontrer son futur employeur, par exemple. En tout cas, parlez un petit peu de votre parcours déjà. D'accord. Alors, vous qui avez donc commencé, vous êtes né en France, vous avez fait vos études en région parisienne. Exactement. Vous avez fait vos études aussi là-bas, toutes vos études. Vous avez donc, vous êtes dans l'entrepreneuriat et vous avez eu une mutation. Vous êtes parti à l'île de la Réunion. Exactement. Et depuis 12 ans, je suis là-bas et vous travaillez. Je travaille là-bas, j'enseigne à l'Université de La Réunion. Oui. Et puis je fais aussi du coaching et de la formation, mais à l'international. Donc je suis amenée à me déplacer à peu près toutes les 6 semaines. Tout à fait. Et voilà, rencontrer différentes parties du monde et pouvoir m'enrichir moi-même de ces différents profils en fait. Exactement. Alors vous donnez, mais vous prenez aussi, parce que toute cette richesse, cet échange, ça fait de vous, donc ça vous enrichit en quelque sorte à travers donc la compréhension. Exactement. Comment doit fonctionner l'individu, comment aussi pouvoir être éloquent, puisque vous faites aussi des cours, donc de concours d'éloquence aussi. Exactement. Ça c'est important pour pouvoir gérer une équipe. Alors, je fais plusieurs choses. Donc, en coaching, donc j'accompagne autant des personnes, des individus de profils très différents. Donc, ça peut être des mamans au foyer qui cherchent justement à retrouver le chemin de l'épanouissement. Ça peut être des cadres, des femmes cadres. Voilà, j'ai eu des personnes comme des directrices chez L'Oréal ou des grands noms de multinationales. Et ça peut être des groupes aussi. J'organise des événements. Je co-organise également des événements de multinationales dans différentes parties du monde, dont l'Algérie, avec des team building, par exemple, de plus de 150 personnes. Des cadres pour leur redonner le goût de la performance et surtout en fait c'est très axé sur l'humain puisque en réalité la force d'une entreprise, la force même d'une nation, la force d'une famille, elle repose vraiment sur les liens de l'humain. Oui. Donc retrouver la confiance en soi et ça c'est la important. Confiance aux autres aussi, que tout le monde puisse se sentir bien. Bien se connaître, bien connaître ses forces mais aussi ses failles et à partir des failles essayer de dépasser ces failles justement. Et c'est tout ça le coaching en fait, et ça s'applique dans tout. Et puis voilà, j'accompagne aussi des dirigeants, des CEO et tout. Et vous avez cette communication facile, aisée, vous allez vers les autres, et ça c'est important dans le domaine de la communication, dans le domaine donc de l'échange aussi avec l'autre, et pouvoir captiver l'attention aussi, c'est très important. C'est très important. Alors vous êtes là en ce moment en Algérie, vous avez fait plusieurs rencontres d'ailleurs, vous êtes même parti à la création féminine, le festival de la création féminine, ça vous a permis de voir aussi d'autres femmes. Tout à fait. Dans la créativité. Des femmes brillantes. Des femmes brillantes. Vous en êtes un exemple. Vous avez donc, vous faites partie donc de cet ouvrage. Vous faites partie des 8 femmes qui avaient écrit, qui racontaient le parcours. Chacune racontait son parcours. Les femmes d'Afrique. Exactement. Voilà. Et ce qui peut nous relier. Cette force que même si on est différentes femmes de différentes parties du monde, il y a le Sénégal qui est représenté, il y a le Bénin, donc moi à travers l'Algérie et l'île de la Réunion aussi, qui se situe, certes qui est reliée à la France, mais qui se situe avant tout en Afrique de l'Est. Tout à fait. Et on a tout un dénominateur commun de cette force. Et de toutes les difficultés qu'on a dans nos vies. Déjà, qui sont là de par la société, de par la culture, de par beaucoup de choses. Et comment on fait pour y croire et s'en sortir. Et cette chose-là, à travers le livre, on a tous des parcours très différents. Mais on a ce dénominateur commun
qu'ont nos mamans. Oui. Et j'en profite pour embrasser la mienne et pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait dans notre vie. Nos grands-mères. Oui. La transmission, l'envie. Tout ce qu'elles nous ont transmis, cette envie de se battre et de dépasser nos difficultés. Voilà. Et ça, on leur rend hommage dans ce livre. Et voilà, donc on est toutes connectées par cette chose-là. Oui, la transmission et savoir aussi transmettre aux autres. Exactement. Bien sûr, avec le sourire, avec bien sûr l'empathie avec aussi. Bienveillance. Bienveillance. Alors vous dites justement que la bienveillance, vous la retrouvez un petit peu partout, notamment à l'île de la Réunion. Vous avez trouvé un univers différent, hein? Tout à fait. Alors, à l'île de la Réunion, ce qui me plaît beaucoup, alors on me dit, mais pourquoi tu restes là-bas? Est-ce que c'est les plages qui sont magnifiques? Est-ce que c'est la nature, hein? Et je leur explique que la nature, elle est magnifique partout. Elle est magnifique dans tous les pays. On peut trouver voilà, la beauté dans l'œil de celui qui la voit. Donc, il faut voir cette beauté. Et la nature est partout. Mais par contre, c'est vrai, ce qui est très différent là-bas, c'est la bienveillance des gens. Je peux vous donner une image très simple. Hein. Quand j'arrive à Paris, quand j'arrive à Alger ou dans d'autres villes, dans ces autres villes, les gens se battent pour griller la priorité sur la route. Alors que là-bas, les gens se battent pour laisser la priorité. Ça, voilà. Je pense que c'est un indicateur pour expliquer à quel point les gens veulent vous donner le sourire, tout le monde veut se sentir bien. Tout à fait. Et il y a ce sens du collectif. Et voilà, en même temps, c'est un petit territoire, hein, on n'est pas beaucoup là-bas. Mais cette chose-là est restée. Oui. Cette chose-là est restée. C'est clair. Alors, en venant en Algérie, c'est vrai que vous êtes chez vous, vous rencontrez donc les personnes qui vous ressemblent, qui sont tout comme vous, avec cette appartenance à la terre, aux traditions, c'est très fort. Vous parliez tout à l'heure de votre maman, là encore une fois, c'est un partage que vous aimez aussi faire avec les entreprises algériennes. Bien sûr, c'est très important pour moi, c'est-à-dire que moi, j'ai ce côté très universel où voilà, j'interviens à l'international, où j'aime vraiment profondément toutes les cultures parce que j'aime l'humain. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi, bien sûr, ma culture et mon identité dans le sens où voilà, je sais que cette force que j'ai à travers le coaching aussi aujourd'hui et cette capacité à captiver les gens, à les comprendre et à devancer en fait leurs besoins, ça me vient aussi de ce côté où chez nous, les Algériens, oui. On a nos défauts, mais on a des très grandes qualités. Tout à fait. On sait ressentir les gens, on sait les mettre à l'aise, on sait, voilà, et ça, cette chose-là, je pense que je l'hérite directement de ça. Oui, tant mieux. Alors, si on devait parler de votre parcours au quotidien aujourd'hui, parler de coaching, parler donc de concours d'éloquence, vous en avez fait pas mal. Exactement. Et vous continuez aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le monde a changé au point de vue donc recrutement, au point de vue donc regard dans l'entreprise, managérial aussi? Énormément. Alors, moi, je recrute pour plusieurs grandes écoles du top 5 monde, pour l'EDEC, pour HEC, pour plusieurs écoles. Et aujourd'hui, et même pour des entreprises, on nous dit vraiment focalisez-vous, et c'est ce qu'on fait, focalisez-vous sur les qualités humaines de la personne. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui des personnes qui arrivent à s'adapter. On veut des personnes qui arrivent, voilà, c'est-à-dire que si on trouve une personne qui s'adapte et une personne qui a un très gros diplôme, on va favoriser la personne qui sait s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est incertain à tous les points de vue. Personne peut se projeter en disant demain je vais faire ci ou ça dans n'importe quel pays d'ailleurs. Et justement, on veut une personne qui sait s'adapter rapidement au changement. Oui. Donc on va favoriser ce type de profil. Avec le mental aussi. Vous travaillez énormément avec le mental. Énormément. C'est ça. Énormément, puisque le mental, c'est une grosse part. On ne va pas dire ça fait tout parce que c'est une vision un peu idyllique de la chose, mais c'est énorme. C'est énorme le mental. Le fait de comprendre que le positif attire le positif. Oui. Et c'est énorme. Et le négatif aussi, forcément. Et il y a beaucoup de théories qui sont renforcées par des études aujourd'hui qui sont prouvées scientifiquement que vraiment voir les choses positivement va engendrer des choses positives. C'est la science du cerveau et c'est clair. Et aujourd'hui, c'est prouvé. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup souffrent donc dans le monde du travail, souffrent de stress, souffrent de burn-out. Bien sûr. Oui, souffrent aussi donc de chômage. Aujourd'hui, c'est une crise qui touche le monde entier. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'avec cette technique, on arrive à toucher un maximum donc de personnes qui puissent être des futurs
recruteur? Alors, il y a différents stades, je dirais. Là, c'est plus un problème de santé mentale, ce que vous soulevez. Et oui, ce qui est important, c'est aussi d'accompagner ces personnes dont on a tous fait partie un jour, où on a tous été un jour dans la difficulté de chercher un emploi. Et moi-même, aujourd'hui, je me dis, Dieu merci, j'en suis là, mais j'ai eu des moments très difficiles et je sais d'où je viens. Et j'ai beaucoup de gratitude envers Dieu pour ça, parce que je connais mon chemin. Mais on a tous rencontré cette difficulté et il faut essayer de ne pas désespérer, d'être entouré par des personnes bienveillantes justement qui nous redonnent la confiance, le courage. Et l'entourage, il est très important. Sortir de sa zone de confort, essayer. Il y en a beaucoup qui changent de vie carrément. Il y en a beaucoup qui changent de vie, des reconversions. Ça a été mon cas aussi, puisque je suis une ancienne ingénieure. Donc voilà, un profil très très scientifique. Et aujourd'hui, j'interviens dans ces entreprises où je rêvais d'aller, mais pour réparer l'humain plutôt que réparer des machines. Donc voilà, j'ai suivi ma passion, j'ai suivi mon cœur. Très bien. Alors, vous travaillez aussi avec le secrétariat d'État chargé de la communauté algérienne établie à l'étranger. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a un mot peut-être à dire sur cela Je suis très contente et j'ai mon amie Fella Bennour que je remercie. Parce que qui nous a mis en contact grâce à elle que je suis là. Donc, il faut savoir remercier les gens. Tout à fait. Et voilà, donc qui dit toujours, et elle a raison de le dire, parce que c'est le cas, aujourd'hui les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes pour connecter les gens, connecter les Algériens du monde entier. Voilà. Et ça, c'est une force énorme. Ça, c'est une force énorme, puisque oui, c'est dans l'union qu'on crée des forces. On est beaucoup, dans beaucoup de pays. Vraiment, c'est vrai que les Algériens, on est partout. On est partout. Et voilà, il y a beaucoup d'Algériens qui ont des postes très importants. Et c'est vrai que si chacun ramène un petit peu, une petite contribution ici en Algérie, ça va créer une différence. Et bien sûr, alors par contre, ce qui est important de dire, parce que moi, ça fait un moment que je suis sur, on va dire, le paysage algérien, économique algérien, ce qui est important, c'est aussi de respecter ce qui est déjà ici. Et que justement, il y a une nouvelle force, dynamique, mais vraiment avec tout le monde et dans le respect, bien sûr. Dans le respect, exactement. Et voilà. Merci beaucoup. On va rester avec Hasna. On a eu juste un petit problème avec le son de ton sujet. Tu l'avais compris. On va le voir on va voir juste un petit extrait. Je voudrais juste rebondir un peu de ce qu'elle a dit par rapport à l'entrepreneuriat et être entouré de bonnes personnes et être bien accompagné, parce que ces jeunes ont été bien accompagnés. D'ailleurs, ils ont salué les incubateurs qui ont pu les accompagner durant leurs études au niveau des universités. Les incubateurs. Qu'ils ont pu justement réaliser ces projets et voir le jour. C'est exactement. Ça, on l'a vu depuis l'arrivée du ministre, Nourdine Wadah. Il y a vraiment un très très gros accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat et je suis sûre qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont émerger dans l'avenir. Tout à fait. Alors, on va voir un extrait donc, de ton sujet. On y va et bien sûr, on se retrouve juste après. Le Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger a abrité du 15 au 18 octobre la 4e édition du Salon du e-commerce et des services en ligne. Un événement incontournable qui a vu la participation de plus de 250 exposants. L'objectif étant de mettre en avant l'importance du e-commerce comme levier de la croissance économique en Algérie et à encourager les entreprises locales à adopter les solutions numériques pour développer leurs activités et améliorer leurs services. Ça ne peut pas être que le côté financier, c'est aussi le côté développement, évolution. C'est un nouveau domaine qui est en train de se lancer dans notre pays. Du coup, on peut prendre ça en notre partie comme étant vraiment une évolution de cette nouvelle génération. C'est une croissance de domaine et puis le e-commerce, il se lance de plus en plus et il évolue de plus en plus dans notre pays. 4 jours durant, ce salon a accordé une attention particulière aux startups. D'ailleurs, quelques 60 jeunes entreprises innovantes ont pris part à cette manifestation, chacune dans son secteur d'activité. Exactement, au juste 2 ans qu'on a commencé. On ne va pas se mentir, au début, nous avons rencontré quelques difficultés, comme dans tout domaine. Mais là, à l'heure actuelle, le besoin, il évolue de plus en plus. C'est que les e-commerçants, ils connaissent déjà ce domaine,
ils veulent se lancer, ils voient les résultats qu'il y a par rapport à ça. Et puis, comme je l'ai dit, avec nos services, on est là pour répondre à leurs besoins. FIF est une plateforme numérique qui vous permet de gérer votre commerce en ligne en une seule application disponible sur Android. Venant des 4 coins du pays, ces jeunes entrepreneurs n'ont qu'un objectif, faire connaître leur start-up. L'objectif principal هو la visibilité وزيد beaucoup plus les expéditeurs اللي راهم يكسبيديو معنا تاعنا باش نتلاقاو ونشاركوهم كذا ونهضروا معاهم ويكونوا ساتيسفيك شغل نكونوا واقفين معاهم واقفين معنا ويجيو يتلاقاو معاهم باسكو كاين يخدموا معنا بزاف ما يسكنوش لهنا في الجي فهمتني دونك نتلاقاو لهنا ويزيدوا يكومونيكيو معنا بيان. Nous, notre cible, vraiment, c'est les e-commerçants. Mais même les commerçants qui ont des boutiques physiques, ils peuvent bénéficier de nos services. On offre aux clients le service de confirmation, confirme leur commande, on livre leurs commandes, on stocke leurs marchandises et aussi on fait le suivi de leurs commandes. SL Expo est donc un espace d'échange, d'expertise et d'expérience entre les acteurs du e-commerce en vue de stimuler l'innovation dans les services numériques. Voilà, on a pu voir donc la petite jeune, tu nous avais donc cité au tout début. Exactement, donc très dynamique. Exactement, très dynamique. Ils ont commencé comme étudiants, donc elle est aujourd'hui responsable marketing, comme beaucoup de jeunes. Le second intervenant, c'était un étudiant au niveau de l'université de Blida et leur start-up, elle est basée à Blida. Peut-être un jour on les recevra. Donc, et ils ont pu être accompagnés par les incubateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Voilà, donc un grand salut aujourd'hui aux incubateurs au niveau des universités à travers tout le pays. Voilà. Merci beaucoup Hasna. C'est moi. À lundi prochain. Et puis on remercie aussi notre invité Esma Belkacem. On vous dit. On peut se tutoyer, comme à la réunion. Comme à la réunion. On vous dit merci beaucoup. Un dernier mot pour votre famille. Un dernier mot, oui, pour tous ceux qui me regardent. Donc salutations, croyez en vous et un gros bisou à ma famille qui me regarde. Je vous aime fort. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Une petite visite à la Casbah peut-être aujourd'hui. Allez, on vous laisse justement aller rencontrer justement les habitants de la Casbah à travers ce reportage. Perchée sur les hauteurs d'Alger, la Casbah domine la mer comme un phare d'histoire. Elle incarne l'âme de la capitale. Un enchevêtrement de ruelles, de murs blanchis au soleil et de souvenirs gravés dans la pierre. Dans ce labyrinthe vivant, chaque pas résonne comme un écho du passé, celui des civilisations qui ont sculpté son identité et son âme. Ramener les gens de la Capélie après le deuxième tremblement. Ils ont démarré pour construire la Casbah pour la deuxième fois, en 1527. La Casbah, c'est un art de bâtir et de vivre. Ces maisons s'appuient les unes sur les autres, formant un ensemble uni, pensé pour durer. Construites autour d'un patio, elles abritent la lumière, la fraîcheur et l'intimité. Les ruelles pavées, étroites et sinueuses, épousent la colline et protègent du vent marin. Partout, les arcs en ogive, les portes finement sculptées et les moucharabiers racontent le savoir-faire d'artisans passionnés, héritiers d'un génie architectural transmis de génération en génération. Comme c'était la base Casbah, parce que la Casbah a été construite exactement, c'était au Xe siècle, en 940. Elle a été construite par le fondateur qui s'appelle Oulouri Ben Ziri, Ben Mennet Al-Sanhaji. C'est lui qui a découvert la Casbah, c'était un rocher. C'est lui qui a donné le nom du pays, l'Algérie, parce que c'était avec 12 ans. D'accord? Après, comme il y avait un tremblement à Alger en 1327, la Casbah a été construite complètement. Il y avait 2000 morts à Alger. Après, comme ils ont venu les Turcs, parce que c'était comme c'était le premier, l'ennemi de l'Algérie, c'était l'Espagne. Comme ils ne sont pas prêts pour le défendre, on a demandé les Turcs. Ils ont venu en 1516, ils ont resté jusqu'à 1830, 3 siècles. Préserver la Casbah, c'est bien plus que restaurer des murs. C'est prolonger une histoire, garder vivante la mémoire d'un peuple et la beauté d'un art.
C'est protéger un monde de vie, fait de proximité, de solidarité et de lumière. La Casbah d'Alger n'est pas un vestige figé dans le passé. Elle est un souffle, une identité, une promesse. Celle d'un patrimoine qui continue de nous unir, de nous inspirer et de faire rayonner à travers ses ruelles toute la fierté d'une nation. De retour sur le plateau, j'espère que vous avez apprécié cette belle visite. Eh bien, on va continuer avec la création féminine cette fois-ci. C'est l'événement donc de cette semaine. C'est la 10e édition de ce festival. On reçoit plusieurs artisans et aujourd'hui, on a une styliste sur notre plateau qui participe à cette belle rencontre. Elle est là. Mounia Achlaf, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. C'est vrai que vous êtes styliste. Oui. Vous me disiez que c'était une reconversion d'ailleurs, carrément. Tout à fait. Vous étiez dans le pharmaceutique. Oui, dans le marketing pharmaceutique. Ouais, donc, et vous avez toujours été très manuel. Et vous et votre famille aussi? Oui, exactement. Donc, moi, je dessine des vêtements depuis que je sais tenir un crayon. Il y a une fibre artistique dans la famille. J'ai une tante qui est styliste, modéliste et qui fait des merveilles. Ma grand-mère qui a toujours cousu depuis aussi petite. D'ailleurs, j'ai commencé mes premiers modèles, c'était dans les chutes de tissu de ma grand-mère. C'est clair, on a tous commencé comme ça, les chutes de pendant tissu. les vacances. Je faisais des vêtements pour mes poupées. Elle était sur sa machine. Et d'ailleurs, sa machine est au sein de mon atelier aujourd'hui. C'est bien. C'est un bel héritage, on va dire. Magnifique héritage. Et même ma maman est pharmacienne aussi, mais elle a fait de la couture à un moment donné quand elle a fait un break professionnel et elle était assez douée pour ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser passer cette reconversion. Voilà. Exactement. Alors on en parlait avec notre invitée justement, précédente invitée, c'est vrai que changement de cadre professionnel, c'est aussi une autre vie, un autre rythme et surtout un autre univers carrément. D'autres rencontres? C'est déjà oser sauter le pas. Oui. Oser sauter le pas, oser, oser braver certaines barrières. Parce que surtout quand on passe du domaine où j'étais, on va dire que j'avais, parce que d'ailleurs j'ai eu déjà cette remarque. Non, c'est surtout, tu plaques une carrière. C'est clair. Tu plaques une carrière. J'avais quand même un poste de responsabilité au sein d'une multinationale, un confort financier, de vie, sur tous les plans. Oui. Et oser tout plaquer pour quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que moi je n'avais jamais cousu, j'ai fait des petites tenues pour les poupées à la main, mais j'avais jamais fait de couture, jamais fait de coupe, je ne faisais que dessiner des vêtements. Donc je ne savais pas si j'étais réellement douée pour ça. Donc voilà, moi je pense que c'est une forme de courage. Après, ce qui m'a aussi encouragée, j'ai amorcé cette reconversion à la naissance de ma fille. Voilà. Donc je me suis accordé un break pour voir ma fille grandir et en même temps toucher du doigt cette passion, parce que je me suis toujours fait une promesse, c'était qu'un jour je le ferai. Et vous l'avez fait? Oui. Et j'aime pas les regrets en fait, c'est ça ma devise dans la vie, j'aime pas avoir des regrets. Donc c'est pour mieux avancer surtout. C'est surtout ça, et puis j'ai envie vraiment de passer un message à travers cette reconversion à tous ceux et toutes celles qui se posent des questions. Il y a une question cruciale qu'on se pose à ce moment-là, c'est et si j'échouais? Et si j'échouais, donc en général, c'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque le passage. Et moi, j'ai vraiment, d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne à ma fille aujourd'hui. J'essaye d'enseigner ça à ma fille. Je lui dis qu'il dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. C'est clair. Voilà. C'est bien dit. Quel que soit le résultat, ça aurait été une expérience, que ça marche ou pas. C'est vrai, c'est une expérience. Alors, j'aimerais vraiment partager ce message. Tout à fait. En tout cas, ça nous donne envie de voir tout ce que vous faites, parce que c'est une première pour vous, cette exposition, la création féminine? Quasiment. Bon, j'avais déjà participé avec Monsieur Sid Ali Ben Marabot à la Canex, donc il y a quelques mois. Mais on va dire que c'est une première du début à la fin, surtout sur ce plan-là. Ça vous permet de rencontrer un événement de cette envergure-là aussi, donc, et surtout plein de richesses. Tout à fait, plein de richesses. Alors, ça vous permet aussi de rencontrer d'autres dames aussi, d'autres personnes qui sont dans la création féminine et qui ont osé, elles aussi, sauter le pas. Pour beaucoup, ce sont des reconversions également. Tout à fait. On en a rencontré pas mal. En tout cas, elles sont là, très sûres d'elles, dans ce qu'elles font, dans le domaine
même, donc, que ça soit dans le tissage, que ça soit aussi dans la création de bijoux aussi. Oui. C'est encore une fois une forme donc, de créativité. Alors vous, c'est les tissus que vous aimez ou c'est la coupe que vous aimez ou c'est quoi? C'est un tout. Oui. C'est un tout. J'aime les couleurs déjà. Je suis une passionnée de couleurs. Ça, c'est ma maman qui m'a inculqué cette passion des couleurs et cette, comment dire, elle m'a appris à assortir, à harmoniser les couleurs. Ma maman a beaucoup de goût. Hein. C'est vraiment, elle m'a influencée dans ce sens. Et les tissus aussi, et surtout les formes et les volumes. C'est pour ça que je ne me suis pas contentée de rester dans le stylisme, dans le dessin. Je tenais à réaliser mes propres pièces parce qu'en fait, il fallait que je sorte les volumes que je voulais. On est en train de voir quelques photos. Alors, vous pouvez nous les commenter? Ah, pardon, excusez-moi. Donc là, oui, ça c'est une des... En général, je travaille sur commande. Hein. Ça, c'est une création que j'ai faite pour une dame qui voulait quelque chose de traditionnel, mais en même temps qui soit un peu moderne. Et moi, j'aime bien faire le pont entre les deux. D'accord. Donc ça, c'est un bedroun avec un gilet travaillé. J'adore le bedroun, je trouve que c'est une pièce qui est très féminine. Donc un bedroun en brocart, ça fait partie de mes tissus coup de cœur, le brocart, avec un gilet travaillé, mais avec un motif qui était inspiré des motifs traditionnels et resté en même temps sur quelque chose de moderne qu'on peut porter à l'infini. C'est-à-dire vraiment que ce soit... Moi, j'aime bien que mes pièces se portent facilement. C'est-à-dire c'est un gilet qui peut être porté sur une chemise avec un pantalon. Au-delà de ça, c'est vraiment des combinaisons. On peut faire des combinaisons avec les pièces. Avec la tenue actuelle, on va dire. En exactement. Fait, une tenue actuelle portée facilement par les dames aussi actives. Qu'elles ne prennent pas la poussière au placard et qu'on porte notre patrimoine avec fierté surtout. Tout à fait. Alors beaucoup donc, de travaux, vous touchez au tissu, aux étoffes, aux accessoires aussi? Un petit peu. En fait, moi je suis très, je suis touche à tout. Je suis très manuelle, je suis touche à tout, j'aime bien explorer de nouvelles... nouveaux objets. De nouvelles voies, de nouvelles perspectives, etc. Par exemple, les boucles que je porte aujourd'hui sont de moi. D'accord. Voilà, à un moment donné, ça c'est du brocart, c'est des chutes de brocart d'une pièce que j'avais réalisée. Je le trouvais tellement beau. Vous êtes très créative alors. Ah bah, merci. Ouais. Et ça vous prend beaucoup de temps aujourd'hui? Oui. Oui, le travail manuel, surtout l'imagination, le travail. La création, oui, parce qu'il y a énormément de travail de réflexion derrière, de questionnement, de recherche. Après, quand on passe à la réalisation, à l'effectif, là encore, il y a aussi beaucoup de réflexion parce qu'il y a la réflexion sur les formes. Je suis une perfectionniste. Hein. Moi, je voulais faire de la haute couture. Je voulais pas juste faire de la couture. Et c'est beaucoup d'années de travail, justement, pour pouvoir y arriver, accéder à cela, à la haute couture. Oui, et surtout que je tiens à préciser aussi, ça aussi c'est important. C'est la broderie, c'est vous aussi? Non, la broderie, je la fais faire, mais par contre, je dessine mes motifs. Très bien. Voilà, je vais dans ce détail-là. Et là, c'est vraiment un clin d'œil aux motifs anciens, traditionnels. En fait, j'aime toujours mettre une touche parce que pour moi, quand on est styliste, on a aussi cette responsabilité de préservation du patrimoine. Oui. Alors ça, c'est une robe. Ça a été présenté à la Canex. D'accord. En octobre. C'est une robe. Alors ça, c'est ce que je fais quand je dis. Ça, c'est quand je. Ça, c'est moi. D'accord. C'est complètement moi. Ouais. C'est quand je fais quelque chose qui me correspond. J'ai pas réfléchi. C'est moderne. C'est joli. C'est ethnique. Oui, ethnique, tout à fait. C'était le mot que je cherchais. Il y a un clin d'œil au burnos avec la cape, l'effet de la cape. Le galon là qui est posé, qui est entièrement posé à la main, je le précise. C'est aussi un clin d'œil aux finitions qu'on faisait sur les burnos avant à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il y a toujours une sorte de petit galon comme ça qui est en finition. Moi, j'aime bien ces clins d'œil-là au patrimoine, au traditionnel, etc. C'est vrai, c'est très joli. Alors, vous avez fait donc de belles rencontres au niveau donc de la création féminine au salon. Oui. Magnifique rencontre, vraiment. C'est un plaisir. Très bien. Très riche. Oui. Alors là, c'est encore une fois avec l'habit du Sud. Hein. Ça, c'est un rappel à la tenue donc du Sud. Alors, aussi. Pas tout à fait. Donc ça, c'est la pièce que j'ai créée pour le festival cette 10e édition du festival qui met la femme du Sud à l'honneur. Le turban, par exemple.
Le turban. Justement, j'y viens, je vais vous dire. Le thème, c'était la femme du Sud. C'est ça. Donc après, peu importe, il fallait trouver son inspiration et livrer sa propre représentation ou une énergie ou quelque chose lié à la femme du Sud. Moi, c'est un tout, il n'y a pas que le turban. J'aimerais vous parler de la pièce dans son intégralité. Mon inspiration est partie d'abord des couleurs. Donc c'est les couleurs du Tadrart rouge de Janet. Ouais. Mon inspiration vient de Janet. Donc c'est les couleurs du Tadrart rouge. Le bas, c'est un pantalon, donc avec la couleur sable. Le haut, c'est le bleu du ciel, ça représente le bleu du ciel. Et le vert, là, c'est un clin d'œil aux montagnes qu'on voit là-bas. Ouais. Et j'ai aussi emprunté en fait les codes du guerrier touareg, de la communauté touareg et du guerrier touareg masculin que j'ai adapté au féminin. Ouais. Donc entre le chèche, la bande là comme ça, le croisé qui est sur le c'est les guerriers touareg, tout à fait. Exactement, c'est la tenue de la sbiba. Oui. Et donc j'ai mixé les deux pour renvoyer une image, et c'est une métaphore en fait par rapport à la guerrière qu'est la femme touareg, mais on parle de guerre mentale, de résilience, c'est vraiment ce message-là, voilà, parce qu'elle est responsable de la sauvegarde, c'est elle qui est responsable de la transmission de la langue tifinaire aux enfants, de l'éducation des enfants, et ça c'est un combat qu'on a tendance à oublier, c'est un combat du quotidien. Vous leur rendez hommage en quelque sorte? C'est ma façon de leur rendre hommage, donc voilà l'idée que je voulais véhiculé par ma pièce. Et depuis, donc, ça fait quelques années déjà que vous êtes dedans ou ça fait quelques temps? Ça fait en tout et pour tout, à partir du moment où j'ai amorcé, c'est-à-dire formation comprise, ça fait 8 ans. Très bien. 8 ans. En tout cas, et je suis quasi autodidacte, je tiens à le préciser. Oui. Et puis en tout cas, on vous souhaite bonne chance, bon courage. Merci. On a été ravis de faire connaissance avec votre passion. Si vous permettez, j'aimerais juste inviter les gens à passer au festival parce que c'est important, c'est un programme qui est très riche et il y a des femmes exceptionnelles à rencontrer là-bas. Il y a des femmes du Sud, il y a des savoir-faire qui sont là et vraiment, elles méritent. Et venez vous voir aussi. Et c'est jusqu'à 20h. Hein. Jusqu'à 20h, parfait. C'est jusqu'à 20h, donc c'est ouvert à tout le monde. 10h du matin jusqu'à 20h et c'est jusqu'à vendredi. Voilà. À la Villa Boulkine à Issende. Ravi de vous recevoir, Mounia Achlaf. Vous êtes donc c'est Mounia de Mac Design pour la page Instagram. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Demain, vous retrouvez Ismaël Belkaidia à partir donc de Constantine, Betna plus précisément, puisqu'il a fait son émission à partir du musée de Betna. Mercredi, c'est Iman. Et puis, bien sûr, vendredi et samedi, Nour Houda. Au revoir et merci à toute l'équipe.